Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais vous présenter un travail de recherche que je mène depuis une petite dizaine d'années et qui concerne donc la vérification des modèles numériques, qui est une thématique importante pour comprendre et voir vraiment ce que l'on fait avec ces techniques numériques. Et donc c'est un travail que j'ai fait en partenariat avec Pierre Ladevez, qui est professeur à l'Université de Cachan, et puis 3 étudiants de thèse, Florent Plette, Julien Weitens et Pierre-Éric Allier, qui est encore en thèse actuellement. Et donc c'est les travaux que j'ai menés au LMT Cachan, qui est un laboratoire de l'Université de Cachan, qui se focalise sur les problèmes de mécanique des structures. Donc c'est un mot important parce que je vais vous montrer les problématiques dans ce domaine-là, comment on peut assurer le contrôle des simulations numériques pour la mécanique des structures. Je me focaliserai sur ce domaine précis qui est celui-ci. Je vais profiter de l'heure pour vous montrer un petit peu ce qu'on sait faire dans cette thématique-là et ce qu'on ne sait pas encore faire, donc quelles sont les problématiques de recherche que l'on a encore et du coup le travail de recherche que l'on a pour ces futures années. Et comme l'a dit Claude, je suis cette année donc en délégation à l'INRIA dans une équipe plutôt de mathématiques appliquées sur des problématiques de multi-échelle et là encore je cherche à arriver à contrôler les simulations qui sont faites dans ce cadre. Alors peut-être pour vous montrer un petit peu le cadre de l'étude, pour rappeler un petit peu ça, donc le LMT Cachan où j'étais jusqu'à cette année, c'est un laboratoire donc, qui traite de la mécanique des structures, qui est en fort partenariat avec des industriels, en particulier l'aéronautique et du spatial. Et donc j'appartiens à une équipe de simulation numérique et je gère en particulier la partie, une des unités de recherche qui s'appelle Model Verification and Validation, donc qui cherche encore une fois à contrôler vraiment les modèles numériques et mathématiques qui sont utilisés dans les simulations numériques. Alors, je vous ai mis ici à droite un graphe que l'on représente assez souvent, qui est ce qu'on appelle l'échelle des essais, et qui montre au niveau industriel ce que l'on fait actuellement. Donc, à gauche, vous avez les essais, à droite, vous avez les simulations. On part en bas des structures à très basses échelles, donc élémentaires, jusqu'à la structure complète, qui peut être un avion ou quelque chose d'assez grand. Et donc, ça vous montre qu'au niveau essai, eh bien, on fait des essais sur toute la gamme, depuis la basse échelle jusqu'à la très grande, donc ça coûte très cher en pratique. Alors qu'au niveau des simulations, on se restreint vraiment aux basses échelles, tout simplement parce que dès qu'on commence à monter en complexité sur les structures, on n'est pas capable d'assurer que les simulations que l'on fait sont fiables, donc on ne peut pas faire de ça. Donc le but du jeu des industriels, ce qu'ils cherchent à avoir, c'est de faire ce qu'on appelle le virtual testing, c'est d'inverser la tendance, donc d'inverser la pyramide ici, pour faire de plus en plus de simulations à grande échelle et de moins en moins de tests. Mais pour ça, il faut avoir des méthodes numériques qui soient suffisamment robustes, qui permettent d'attaquer des problèmes complexes. Donc c'est un petit peu l'idée de tout ce que l'on fait au LMT. Et donc de mathématiques, c'est d'assurer que les modèles soient précis et soient représentatifs de la physique. Donc, on va regarder un petit peu le lien entre ces différents modèles. Donc, je vous ai mis aussi une autre planche qui est assez classique, qui montre le jeu qui est entre les différents modèles que l'on utilise en mécanique ou ailleurs. Donc, vous avez la partie modèle physique qui représente la réalité physique. Vous avez les modèles mathématiques qui vont être censés représenter mathématiquement ce qui se passe physiquement. Et puis, vous avez les modèles numériques sur lesquels on agit. Et donc, vous avez à chaque fois donc, un jeu entre ces différents modèles qu'il faut assurer et donc les rendre le plus compatibles possible. Donc, pour faire cela, vous avez donc des thématiques assez générales qu'on appelle la vérification-validation. Donc, la vérification, c'est ce que je vous parlais aujourd'hui, le but, c'est d'assurer que le modèle numérique représente fidèlement la solution exacte qu'on ne connaît pas en pratique du modèle mathématique. Vous avez le recalage, qui est de confronter le modèle mathématique par rapport au réel. Et puis, vous avez la validation, qui est en fait de tester si le modèle représente bien la réalité dans des applications pratiques. Et donc, toutes ces thématiques-là, ce qu'on appelle la VNV, en Verification and Validation en anglais, c'est donc une thématique importante pour contrôler qu'au bout de la chaîne de virtualisation, eh bien, on ait une solution qui soit précise. Donc il y a deux questions, c'est est-ce que le modèle mathématique c'est une bonne représentation de la réalité physique, et une deuxième question c'est est-ce que le modèle de calcul, le modèle numérique, il est précis pour l'application que veut faire l'ingénieur par la suite. Donc ça demande de contrôler différentes sources d'erreurs qui soient expérimentales au niveau des capteurs de mesure, qui soient de modèles, qui soient de discrétisation, donc c'est un domaine assez vaste de recherche. Moi je vais me focaliser aujourd'hui sur une thématique qui est donc celle de vérification, donc uniquement de contrôle du modèle numérique par rapport à un modèle mathématique qu'on supposera exact, qui sera la référence. Et donc on va regarder la question, est-ce que le modèle numérique et la solution que l'on en tire, elle est précise par rapport au modèle de référence mathématique. Alors pour illustrer un petit peu et montrer un petit peu la motivation de ce que je vais faire, je rappelle très rapidement un exemple assez typique, qui est un benchmark qui a été proposé il y a quelques années par Pitarenka, Babushka et Szabo en 2008 dans une revue internationale IACM, et qui proposait aux ingénieurs de recherche et dans l'industrie de regarder leur technique pour simuler une structure assez simple en pratique, qui est donc le problème de Jerkman, qui est simplement une coque sphérique, comme ça, qui est appuyée sur un anneau rigide, donc c'est un problème relativement simple, c'est axé symétrique,
avec un chargement complètement donné, des caractéristiques matériaux, géométriques complètement connues. Et donc, ce qui était demandé en particulier, c'est de déterminer le moment fléchissant à l'interface entre la coque et l'anneau, et de fournir la preuve que la solution numérique que l'on avait était dans une gamme de précision de 5%, la solution exacte n'étant pas connue, n'étant pas analytiquement connue. Et donc, il y a eu 15 réponses à ce benchmark, et en particulier, ce qui est important, c'est qu'il y a très peu d'outils de vérification dans l'industrie, ce qui pose un sérieux problème, et surtout qu'il y a 9 réponses sur les 15 qui sont en dehors, et même très largement parfois, de la gamme de tolérance de 5%. Donc, ce qui pose vraiment un souci. Et donc, les conclusions de ce benchmark étaient les suivantes, donc c'était celles qui étaient marquées à la fin du rapport de ce benchmark, c'est que les gens qui ne sont pas capables de simuler le problème de Jerkman ne peuvent pas prétendre pouvoir calculer des choses un peu plus compliquées, et que c'est que le problème de vérification, c'est vraiment un problème majeur qui demande à la fois aux vendeurs de codes de calcul et aux industriels de faire vraiment des efforts pour arriver à avoir des choses qui soient robustes et à arriver à des calculs précis. Et il y a aussi d'autres choses qui sont assez marquantes actuellement en recherche, en particulier aux États-Unis. Quand vous regardez les journaux de l'AIA, qui sont des journaux d'aéronautique et d'astronautique, eh bien, ils n'acceptent plus les publications où il n'y a pas de preuve de convergence ou de précision des résultats numériques. Et puis, il y a un grand bouquin, une référence, si vous voulez, sur la vérification de validation, qui a été publié aussi en 2006 par la Société américaine d'ingénieurs en mécanique, qui fait un petit peu référence, qui montre ce qu'il faudrait faire en pratique pour assurer la vérification et validation des simulations. Donc, ça vous montre un petit peu la motivation. Donc, le contexte de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, je vais me restreindre au modèle de mécanique des structures. Je ne vais pas parler du tout de mécanique des fluides, par exemple, donc, qui sont décrits par des EDP elliptiques, paraboliques ou hyperboliques. Je vais me restreindre donc à des cadres où je connais parfaitement le modèle mathématique. Je ne parlerai pas du tout de recalage ou de validation. On va supposer que le calcul est fait par la méthode des éléments finis, qui est la méthode standard en mécanique des structures, et on va considérer que les erreurs de discrétisation, en négligeant celles qui seraient par exemple une erreur dans le code ou une erreur des approximations de type arrondi numérique, par exemple. Donc les objectifs qui vont être menés aujourd'hui, c'est deux en pratique. Donc de quantifier les erreurs, c'est un point important, de savoir quel est l'ordre de grandeur de l'erreur pour savoir est-ce que je suis dans la gamme ou pas de ce que je veux comme tolérance. Donc ça nécessite de mettre en place ce qu'on appelle des estimateurs d'erreur. Et on va demander à ces estimateurs qu'ils soient à la fois fiables, donc ce qu'on appelle fiables, c'est-à-dire qu'ils soient garantis que l'erreur prédite majore l'erreur vraie, que l'on ne connaît pas, qu'ils soient précis, c'est-à-dire que l'erreur que l'on estime ne soit pas trop éloignée de la vraie valeur, et robuste, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à différents cas pratiques, de différents problèmes de mécanique, différents types d'approximations, de maillage, etc. Et donc aussi un point important en ingénierie, c'est qu'il faut que ces estimateurs ils soient utilisables, c'est-à-dire qu'ils puissent être mis facilement dans un code industriel et ils ne soient pas trop coûteux pour que ce soit pour l'ingénieur quelque chose de simple à utiliser. Deuxième partie, le côté contrôle, donc si l'erreur est plus grande qu'une tolérance que je me fixe, il faut savoir adapter le modèle en conséquence pour arriver à obtenir une précision souhaitée. Donc j'ai décidé de présenter ce séminaire en trois parties. Donc une première partie qui va s'intéresser à ce que l'on sait faire au niveau estimation d'erreur globale, et je vais vous présenter une méthode assez générale en mécanique des structures qui marche relativement bien, qu'on appelle l'analyse duale. Et donc, je vais vous montrer un petit peu les intérêts de cette méthode-là. Dans un deuxième temps, je vous montrerai des applications que j'ai menées en recherche plus récemment, donc ce qu'on appelle le contrôle sur des quantités d'intérêt, l'approche goal-oriented, c'est-à-dire qu'on veut estimer l'erreur non pas de façon globale sur la structure, mais simplement sur des quantités qui intéressent l'ingénieur pour le dimensionnement, la contrainte de von Mises, par exemple, dans certaines zones. Et puis, si j'ai un petit peu de temps, je vous montrerai aussi ce qu'on peut faire en termes de vérification sur les techniques de réduction de modèles, qui sont des techniques assez nouvelles et très à la mode en ce moment, pour réduire la complexité des modèles. Alors, je vais parler d'un problème qui est assez simple à comprendre pour qu'on utilise un petit peu un langage commun. Ce problème-là pouvant, en mécanique, par exemple, se traiter, être vu comme un problème d'élasticité. Donc, on considère un problème de elliptique scalaire, qui est celui-ci en haut encadré, donc avec l'équation elliptique classique, F étant un chargement, un terme source, dans un domaine oméga, U étant la solution donc, que l'on suppose nulle sur un bord du domaine, gamma D, donc les conditions de Dirichlet. On impose le flux sur une partie complémentaire, gamma N, les conditions de Neumann. On suppose toute la régularité qu'il faut sur Fg et puis le K, donc le coefficient du matériau. Donc encore une fois, ça peut être vu comme un problème de thermique ou un problème d'élasticité. Vous avez, donc dans le cadre classique élément fini, eh bien, on met le problème sous une forme faible, qui est celle-ci, donc dans l'espace V, qui est l'espace H1, donc des fonctions qui sont dans H1 et qui s'annulent sur le bord gamma D.
On fait classiquement donc, une approximation élément fini donc en se restreignant à un sous-espace de l'espace grand V, donc un espace de dimension finie, décrit par une partition TH du problème, H du domaine, H étant la taille caractéristique des éléments, P étant le degré des éléments finis, donc on prend des éléments finis conformes ici, et donc on cherche une solution approchée, UH, qui vérifie cette propriété-là, d'accord, et ça nous donne une solution UH et le flux qui en dérive, QH. Donc ce que l'on souhaite faire, c'est estimer l'erreur que l'on commet en faisant ça. Donc l'erreur, on l'appelait E, qui est la différence entre U et UH, et donc on va en donner une mesure globale pour l'instant, en prenant la norme énergétique, donc racine de A de EE, et cette norme énergétique, on peut aussi l'écrire en termes de flux par cette formule-là. Donc vous avez les propriétés très classiques et bien connues qui sont donc, le lien qui est entre l'erreur et puis le résidu, l'équilibre. Donc vous avez cette propriété-là qui est une propriété importante pour l'estimation d'erreur. Et vous avez des relations qui en découlent, en particulier l'orthogonalité de Galerkin qui dit que eh bien, ce terme-là s'annule si vous prenez une fonction test qui est dans l'espace d'approximation élément fini. Alors en termes d'estimation d'erreur, c'est des choses qui remontent qui sont assez anciennes. Donc dans les années 70, il y a différents types d'estimation d'erreur. Il y a ce qu'on appelle l'estimation d'erreur a priori, c'est-à-dire que c'est des choses que l'on sait dire avant de faire le calcul, donc avant d'avoir la solution UH. Et donc c'est des résultats qui se mettent sous cette forme-là, donc qui vous prédisent que l'erreur globale va être majorée par un coefficient fois la taille des éléments à une certaine puissance alpha, qui dépend de la régularité du problème et du degré de polynomial qu'on utilise pour la solution. Et donc, c'est quelque chose qui sert souvent pour contrôler que la méthode va converger, la méthode d'éléments finis, et c'est aussi quelque chose qui est utilisé pour faire de l'adaptation de maillage, j'en reparlerai un peu plus tard. Nous, donc, dans le but d'avoir des estimateurs quantifiables, garantis, et donc tout ce qu'on recherche en mécanique des structures, on va s'intéresser plutôt aux estimateurs a posteriori, c'est-à-dire que c'est des calculs qui sont faits en aval du calcul de la solution, et donc c'est des choses qui vont utiliser la solution UH. Donc le but, c'est de trouver des estimations, état, on va les appeler, qui post-traitent la solution UH. Alors, on va souvent les mettre sous une forme comme une combinaison de contributions locales et élémentaires. Et donc, ce que l'on va chercher à avoir pour ces estimateurs-là, c'est plusieurs caractéristiques importantes. Tout d'abord, le côté reliable. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance en ces estimateurs-là? Donc, pour cela, on introduit généralement l'indice d'efficacité, qui est le rapport entre l'estimateur et la solution, l'erreur vraie. Donc, on veut que ce truc-là soit plus grand que 1 pour qu'on soit garanti. On voudrait bien que ce ne soit pas trop loin de 1 pour qu'on soit précis. On veut aussi qu'à l'échelle locale des éléments, eh bien, la contribution locale soit une bonne évaluation de l'erreur locale pour faire de l'estimation d'adaptation. On veut que ce soit robuste, donc que ça ne soit pas trop dépendant de la taille des éléments, du type de paramètres qu'on a dans le problème. On veut encore une fois que ce soit pratique, donc calculable, et qu'on puisse le mettre dans un code informatique. Et puis on veut que le coût ne soit pas trop élevé. Donc pour cela, ce qu'on cherche souvent à avoir, c'est des calculs locaux, donc par élément ou par petit ensemble d'éléments, pas à l'échelle de la structure complète. Alors si je fais un point rapide sur ce qui existe en termes d'estimation d'erreur a posteriori, en partant de ce qui est le plus la vision de l'ingénieur jusqu'à ce qui est plus démontré d'un point de vue mathématique. Donc vous avez tout d'abord les approches d'extrapolation qui consistent à faire des maillages hiérarchiques successifs et d'extrapoler les solutions que l'on a. Donc vous obtenez un estimateur de ce type-là. Donc vous faites un calcul avec un maillage H, un maillage plus petit H', et vous pouvez prédire que l'erreur sera de l'ordre de grandeur donc, de la norme de UH' moins UH divisé par un coefficient qui est celui-ci. Et donc ça, c'est quelque chose qui marche bien et qui est très utilisé dans l'ingénierie, à condition qu'on soit dans le régime asymptotique de la méthode. Vous avez ensuite les approches qu'on appelle de smoothing ou de recovery, qui sont aussi des approches ingénieriques, qu'on appelle les méthodes ZZ en pratique dans l'ingénierie, et qui consistent à remplacer le flux exact par un flux lissé. Donc l'ingénieur se dit, le flux exact, souvent, il est très discontinu, il ne respecte pas l'équilibre. On va le lisser pour le rendre, au moins d'un point de vue mécanique, plus sympathique. Et donc, si vous avez la propriété que le flux que vous avez reconstruit vérifie cette propriété-là, donc est plus petit, la distance par rapport au flux exact est majorée par un coefficient A entre 0 et 1 fois l'erreur exacte, et bien vous avez cette propriété-là, et donc en pratique, dans l'industrie, ils utilisent souvent cet estimateur-là état. Donc l'inconvénient pour nous, c'est qu'il n'y a pas de preuve mathématique du côté garanti de ces choses-là, et puis donc il y a des travaux récents qui cherchent à apporter un peu plus de sens mathématique à ces approches-là, donc en particulier en forçant à ce que le flux reconstruit vérifie les propriétés d'équilibre, donc soit relié à l'équation de départ. Vous avez ensuite les approches par résidus, donc qui sont très connues, donc qui datent aussi d'assez longtemps. Donc il y a les approches qu'on appelle explicites, donc qui vous relient les résidus locaux donc à l'erreur, donc par des constantes C1 et C2 qu'on ne sait pas évaluer, sauf dans des cas très particuliers.
et souvent les évaluations que l'on en tire sont assez pessimistes, parce qu'on prend le pire cas en pratique, et donc ça donne des majorations qui sont assez grossières en pratique. Donc c'est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément pour l'estimation, parce que ce n'est pas très précis. On utilise plutôt des méthodes des résidus implicites. Donc implicite, ça veut dire que l'on va refaire des petits calculs en plus de la solution élément fini. Donc c'est le prix à payer pour avoir des estimateurs qui vont être plus précis et plus utilisables dans l'industrie. Donc le but, ça va être, dans la méthode des résidus implicites, c'est de prendre l'équation des résidus et de la partitionner en éléments ou en ensemble d'éléments pour arriver donc, à sortir des estimateurs qui soient intéressants pour l'ingénieur. Donc il y a plein de méthodes qui existent. Il y en a deux en particulier que je détaille ci-dessous qui donnent des bornes garanties à condition que l'on sache résoudre localement les problèmes. Donc c'est des problèmes de type Neumann locaux. Donc il y a des approches par patch, par ensemble d'éléments. Donc un patch, c'est un groupe d'éléments autour d'un nœud du maillage, par exemple. Et donc, vous pouvez démontrer que donc, sur chacun des patchs oméga i, si vous calculez un problème de ce type-là, donc vous prenez un espace de fonction dans H1 sur ce domaine, sur ce patch, qui s'annule si le bord du patch est contenu dans gamma d, vous résolvez ce problème-là local, donc c'est à l'échelle du patch, et vous savez dire que l'erreur va être majorée par cette chose-là. Encore une fois, c'est sous condition que l'on puisse résoudre le problème local par patch. En pratique, on ne sait pas le faire, on l'approxime. Vous avez aussi les problèmes locaux par élément, donc là, on se place à l'échelle de l'élément. C'est-à-dire qu'on prend un espace VK à l'échelle de l'élément, et pareil, on résout un problème local. Là, la petite difficulté supplémentaire, c'est qu'il faut équilibrer le problème parce qu'il n'est pas forcément bien posé au départ. Donc, il y a une stratégie d'équilibrage en préalable, et donc on résout les problèmes locaux, et on obtient un estimateur de ce type-là, encore une fois, qui est garanti à condition qu'on sache résoudre le problème local. Moi, je vais vous parler d'une approche un petit peu différente, qui rejoint les approches de résidus, on le verra après, mais qui est, au point de vue de l'ingénieur, beaucoup plus pratique parce que c'est plus en relation avec les problèmes de mécanique que l'on traite. Donc c'est ce qu'on appelle l'approche duale, c'est-à-dire qu'il y a une approche qui va être construite en travaillant non pas sur le déplacement, mais sur la quantité duale, qui est le flux, ou la contrainte en élasticité. Donc par les approches primales de type minimisation de l'énergie potentielle, tout ce que vous pouvez faire, si vous prenez n'importe quelle approximation dans l'espace V, c'est trouver une borne inférieure de l'erreur, de l'erreur globale. Vous ne pouvez pas faire mieux. Par contre, si vous vous placez dans un espace de flux, donc ce qu'on appelle l'espace HDIV, qui vérifie l'équilibre, donc les flux pi vérifiant l'équilibre, donc vérifiant l'équilibre intérieur plus les conditions de Neumann sur le bord, eh bien vous avez un résultat mathématique qui vous dit que l'erreur est plus petite, en carré, que 2 fois une quantité, donc une quantité qu'on appelle G, qui est ce qu'on appelle l'énergie complémentaire du problème, donc 2 fois l'énergie complémentaire du flux exact, et ça c'est plus petit que n'importe quelle énergie complémentaire à partir du moment où je prends un flux pi qui est dans ce domaine-là. Donc l'idée de l'estimation d'erreur, ça va être justement de construire un élément pi qui est dans cet espace-là, et on sera mathématiquement majorant. Donc c'est un petit peu le côté intéressant. D'un point de vue mécanicien, cette approche-là, ce qu'on appelle l'approche en erreur en relation de comportement, parce que vous voyez qu'entre pi et UH, donc pi vérifiant l'équilibre, UH vérifiant les conditions cinématiques, eh bien, cette fonctionnelle-là mesure le non-respect du comportement, qui est la dernière relation du problème. Donc les mécaniciens parleront de cette méthode-là comme l'erreur CRE, la méthode CRE, Constitutive Relation Error. Donc l'idée de la stratégie CRE, c'est donc de construire un ensemble une paire de solutions, donc UH, la solution élément fini, et un flux qui vérifie l'équilibre, qu'on appelle un flux admissible. En pratique, ce flux-là, on le verra, on le construit par post-traitement de la solution élément fini. Et, donc c'est quelque chose qui est relativement peu coûteux. Et donc à partir de ça, eh bien, on peut majorer l'erreur exacte par cette fonction-là. Donc vous avez des propriétés mathématiques qui sont assez bien connues, qu'on appelle en particulier l'égalité de Prager-Sinch, qui vous dit que cette quantité-là que l'on sait calculer, du coup, eh bien, c'est exactement égal à l'erreur que l'on cherche à estimer au carré, plus l'erreur entre le flux et le flux reconstruit. Et évidemment, plus ce chose-là va être petite, et plus l'estimateur va être proche de l'erreur. Vous avez une autre propriété qui est ici, donc qui utilise la demi-somme des champs UH et Q chapeau, donc qui est aussi liée à Prager-Sinch. Vous pouvez démontrer que vous pouvez avoir une minoration d'erreur, donc cette quantité que l'on a est plus petite qu'une constante fois l'erreur. Donc ceci, c'est intéressant pour montrer que l'estimateur n'explose pas. Et on peut l'étendre, cette chose-là, par exemple, dans les cas stochastiques, qui sont des problèmes que l'on traite en mécanique actuellement. Alors le point technique, évidemment, c'est de reconstruire un champ qui est dans cet espace W, donc qui vérifie l'équilibre, et qui est dans HDIV. Donc il y a une approche qui serait l'approche la meilleure possible, ce serait de faire une formulation complètement duale, donc de prendre des éléments finis en flux,
Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas très réaliste en termes d'estimation d'erreur, parce que ça demande de refaire un calcul complet du problème, ce qui n'est pas ce que l'on cherche à faire. Et donc, nous, on s'intéresse plutôt à des post-traitements de la solution élément fini. Et donc là, il y a deux approches principales. Une approche plutôt par élément, donc qui va consister à partitionner le problème par élément, de équilibrer donc, sur chaque élément en construisant des tractions, des flux équilibrés sur le bord des éléments. L'inconvénient, c'est qu'on a besoin dans les codes d'avoir accès aux données sur le bord des éléments, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Il y a une approche qui se base plus sur des patchs d'éléments, on revient tout à l'heure à la méthode des résidus par patch, et on montre que c'est un petit peu similaire. Et puis, dernièrement, on a développé une approche mixte qui reprend les qualités des deux approches précédentes. La philosophie ne change pas, mais c'est juste d'un point de vue implémentation que c'est beaucoup plus simple à mettre dans des codes industriels. Alors, je présente juste la méthode, donc la première des méthodes, qui est l'approche qu'on appelle hybride, donc qui est une sorte de décomposition de domaine du problème par élément. Donc, il y a une première phase qui est une phase d'équilibrage, c'est-à-dire qu'on va chercher sur le bord des éléments des tractions équilibrées qu'on appelle G chapeau K, qui se construisent comme donc une quantité sigma qui vaut plus ou moins 1 pour assurer la continuité entre deux éléments qui sont en liaison, fois une quantité qui va être propre à chaque edge du bord de l'élément qu'on appelle G chapeau, d'accord, gamma. Et donc, on veut que ces quantités-là soient équilibrées à l'échelle de l'élément, c'est-à-dire qu'elles vérifient cette propriété-là d'équilibre. Et donc, pour cela, la méthode, eh bien, c'est une méthode qui est assez connue, qui date de la fin des années 70, c'est de chercher donc, cette quantité-là vérifiant cette propriété. Donc, c'est une propriété à l'échelle de l'élément, c'est-à-dire que donc, cette quantité-là qu'on sait calculer va être reliée aux valeurs, aux projections de G chapeau sur les fonctions phi i élément fini. Donc si i est ce nœud-là, par exemple, prenons des éléments P1, eh bien, ça va vous relier des valeurs sur les deux edges qui sont ici. Donc ça, si on fait ça pour chacun des éléments autour d'un nœud, eh bien, vous allez récupérer un système, donc en tournant autour du nœud, un système d'équations, relativement petit, le nombre de lignes, c'est le nombre d'éléments qui est autour de ce nœud. Et ce système, il a une solution, parce que si vous sommez toutes les lignes ici, pour que ce soit compatible, il faut assurer que le terme de droite vale 0. Et ça, vous l'avez parce que c'est la propriété élément fini, la propriété de Galerkin, qui vous dit que sur le patch, sur l'ensemble des éléments ici, eh bien, cette quantité-là vaut 0. Donc vous avez un problème un système qui a au moins une solution. On obtient une solution unique en minimisant au moindre carré une certaine fonctionnelle, mais en tout cas, il y a une solution. Et cette chose-là vous assure aussi que vous avez la propriété qui est ici, en prenant tout simplement, eh bien, en écrivant que sur un élément, la somme des fonctions de forme phi i vous donne la solution unité. Donc si vous sommez ça pour tous les nœuds i associés à un élément, vous retrouvez cette propriété-là. Donc c'est un petit peu une méthode relativement simple, mais qui marche pour équilibrer le problème par élément. Et donc une fois que vous avez construit des flux équilibrés sur le bord des éléments, eh bien, on résout des problèmes locaux, donc qui coûtent peu cher parce qu'ils sont locaux, à l'échelle de l'élément. Vous construisez un flux admissible à l'échelle de l'élément. Donc là, il y a différentes techniques. Si le terme source est polynomial, ce qui est toujours le cas en mécanique, eh bien, vous pouvez construire un flux sous forme de polynôme également. Il y a une approche un petit peu duale qui consiste à dire que le meilleur flux, ce serait celui qui minimise l'erreur en relation de comportement ou l'énergie complémentaire à l'échelle de l'élément. Et donc, on peut chercher le meilleur flux avec une approche en déplacement. Et encore une fois, cette approche-là, bien, elle est approximée avec des éléments de degré élevé. Donc, ça, c'est des choses qui se font également. Alors, les applications de cette méthode-là, eh bien, donc on peut le mettre dans un code industriel. Nous, au LMT, on l'a mis dans un code C++ maison. Et donc, ça permet d'attaquer des problèmes assez gros industriels. Donc, vous avez ici une coque donc, sous pression avec un chargement qui vient du fait que le côté ici est bloqué par des vis. Donc, vous avez la géométrie et le chargement, le maillage, la solution élément fini. Donc, c'est une solution où je me représente la norme de la contrainte élément fini. C'est un problème d'élasticité. Vous avez ici le flux, la contrainte admissible, toujours en termes de normes. Donc, vous voyez que c'est assez similaire à la solution élément fini, mais ça varie un petit peu quand même en termes de valeur. Et vous avez du coup ici l'estimateur que vous pouvez récupérer. Je montre les contributions majeures locales par élément de cet estimateur. Et donc cet estimateur vous dit que les contributions d'erreur majoritaires sont dans ces zones-là, les zones qui sont affichées en bleu, alors que les zones qui sont en blanche sont bien calculées. Donc c'est des choses qui permettent d'assurer que le calcul est bien fait et qui vous donnent une estimation de l'erreur pour cette calcul-là de l'ordre de 23%. Alors une fois que j'ai une estimation d'erreur et des contributions locales, je peux évidemment faire de l'adaptation de maillage. Donc le but étant de diminuer l'erreur. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi faites depuis longtemps. Donc le but, c'est de jouer sur les paramètres de la méthode, donc la taille des éléments, les polynômes qui sont utilisés à l'échelle de l'élément. Et donc ça se fait dans une stratégie générale qui est de résoudre le problème par élément fini, d'estimer l'erreur, de sélectionner les éléments du maillage qui vont devoir être affinés. Donc ça se fait par un processus
qui est généralement celui-ci. Donc on prend les contributions élémentaires qui sont plus grandes qu'une certaine tolérance, la tolérance étant un paramètre lambda entre 0 et 1, fois le max des contributions élémentaires. Et donc pour tous les éléments sélectionnés, eh bien, on raffine le maillage par une méthode soit en diminuant la taille de l'élément, soit en augmentant le degré des polynômes. Donc si on prend la première méthode, donc où on change la taille de l'élément h, eh bien, vous avez, c'est la méthode la plus utilisée en pratique, vous savez que si vous faites cette adaptation de façon uniforme sur tout le maillage, eh bien, l'erreur va converger, donc c'est ce qui est donné par la méthode a priori, avec ce taux-là, d'accord, donc, où le coefficient, c'est le minimum entre P et Q. Q, je vous rappelle, c'est la régularité du problème, de la solution du problème. N étant ici le nombre de degrés de liberté de votre méthode. Par contre, avec une approche de type adaptation optimale, c'est-à-dire que vous adaptez uniquement les zones qui doivent l'être, eh bien, on peut démontrer, et ça c'est des choses qui ont été faites assez récemment, paradoxalement, alors que la méthode elle est beaucoup plus ancienne, eh bien, on peut arriver au taux de convergence optimal, c'est-à-dire qu'on converge avec le facteur P, qui est le facteur optimal de la méthode. Si on fait de l'adaptation en P, eh bien, vous avez une approche qui est, c'est-à-dire qu'on augmente le degré P, c'est une approche qui est beaucoup plus puissante si vous avez une solution régulière, parce que vous avez une convergence exponentielle de l'erreur dans ce cas-là. Mais bon, c'est quelque chose qui est limité si on a une solution avec des singularités, ce qui est pratiquement toujours le cas en mécanique. Donc la meilleure méthode, c'est faire à la fois du H et du P, ce qu'on appelle la méthode HP, c'est-à-dire qu'on va à la fois jouer sur le terme H et sur le terme P. On va diminuer la taille des éléments dans les zones où il y a des singularités, donc on va revenir sur ce domaine-là, et on va augmenter le degré des polynômes ailleurs, sachant qu'en pratique, dans le domaine de l'ingénierie, on est limité parce que les codes industriels ont des valeurs de P qui sont 1, 2, 3 et pas beaucoup au-delà. Donc en pratique, la méthode H est celle qu'on utilise le plus. Alors la méthode que j'ai utilisée moi par la suite, et ce qu'on utilise en pratique au LMT, c'est une méthode uniquement en H, on ne joue pas trop sur le coefficient P. Et donc on voit l'adaptation de maillage comme un problème de minimalisation sur contrainte. Donc vous avez un certain niveau d'erreur à atteindre, epsilon 0. Vous voulez trouver donc comment chaque élément doit être affiné. Donc vous définissez un rapport RK, qui est la taille des éléments finaux sur la taille des éléments initiaux dans un élément. Vous savez que votre méthode a priori vous dit que le changement d'erreur dans ce domaine K va évoluer de cette façon-là, donc avec alpha K qui est le taux de convergence prédit par l'a priori, donc qui dépend de la singularité de votre solution dans cette zone. Et donc on dit qu'on veut minimiser le nombre d'éléments du maillage, ce nombre d'éléments de cette façon-là, sous la contrainte que l'erreur que l'on aura à la fin sera plus petite ou égale que la tolérance que l'on se fixe. Et donc c'est un problème que l'on peut résoudre analytiquement si les alpha K sont P partout, donc s'il n'y a pas de singularité. C'est un problème qu'on résout numériquement dans le cas contraire. Et donc vous pouvez adapter le maillage de cette façon-là, donc en partant d'une erreur qui est relativement élevée, de 73%, une erreur globale estimée. Eh bien, vous allez adapter le maillage, donc il y a des zones qui seront déraffinées, il y a des zones qui vont être raffinées, donc ça dépend si RK est plus petit ou plus grand que 1. Et donc vous allez croître vers un maillage qui va vous respecter une certaine critère d'erreur. Donc ici, le critère d'erreur, c'était 5%. Et donc on obtient ces 5% avec cette méthode-là. Donc voilà pour la partie adaptation. Alors quelques extensions donc pour vous montrer que cette technique d'estimation d'erreur par l'erreur en relation de comportement peut s'étendre à différentes applications pratiques. Donc il y a ce qu'on appelle les éléments finis non conformes, discontinus. Donc c'est des approches qui peuvent être assez intéressantes dans différents cas pratiques, en particulier dans le cas incompressible en mécanique. Eh bien, vous allez plutôt chercher une solution dans un espace de fonctions qui sont discontinues entre les éléments, donc ce qu'on appelle les espaces broken space, discontinus. Donc l'espace d'approximation va être celui-ci. Donc vous prenez une fonction V qui va être polynomiale de degré P par élément, mais il n'y a aucune continuité avec l'élément suivant. Et donc dans ce cas-là, la difficulté vient du fait que l'erreur, donc la différence entre la solution exacte et la solution UH qui n'est pas continue entre deux éléments, n'appartient pas à l'espace V initial. Donc, vous ne pouvez pas réutiliser exactement ce qu'on a fait précédemment. Et donc là, la technique consiste à décomposer l'erreur en deux contributions. Une contribution donc, qui est non conforme, donc qui n'est pas continue, et une contribution conforme. Cette contribution conforme venant d'un problème de projection qui est assez naturel. Et donc, on peut démontrer du coup que l'erreur globale s'écrit comme la somme de deux erreurs de chacun des deux contributions. Et chacun des termes séparément, eh bien, on peut les estimer proprement. La première, c'est une propriété mathématique qui est celle-ci. Donc, il suffit pour l'estimer de reconstruire un déplacement ou une température qui soit continue. Donc, ça se fait en pratique par interpolation nodale des valeurs et moyenne au nœud, quand on n'a pas continuité. Alors que le deuxième terme, eh bien celui-là, il utilise l'erreur en relation de comportement classique. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que ce terme-là, on peut l'estimer de façon plus facile que si on était en élément fini conforme, parce que la construction d'un champ admissible dans le cas où on est discontinu Galerkin, c'est beaucoup plus simple.
du fait qu'on peut prendre comme fonction test des fonctions, par exemple, qui sont unitaires sur un élément et qui soient nulles partout ailleurs. Donc ça permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité sur le calcul des champs admissibles et du coup sur l'estimation d'erreur que l'on obtient à la fin. Donc ça, c'est les travaux qui ont été faits par Martin Voralik en particulier ou Alexandre Hern ces dernières années. Dans le même ordre d'idée, lorsque vous voulez faire de la décomposition de domaines, donc ça c'est aussi des choses que regarde l'ingénieur, il partitionne un grand domaine en plusieurs sous-domaines et puis il va faire des calculs par sous-domaine. Et bien pareil, dans ce cadre-là, on peut démontrer que l'erreur, on peut la borner par deux termes. Un terme qui est ce qu'on appelle l'erreur algébrique, qui est le fait que la décomposition de domaine, c'est une méthode itérative où on itère entre les sous-domaines, et donc ça crée une erreur, plus l'erreur de discrétisation qui vient du maillage. Et donc il y a des stratégies adaptatives qui permettent de faire en sorte qu'on compare à chaque fois ce qui se passe au niveau algébrique et au niveau de discrétisation, et on adapte en conséquence. Donc vous avez ici une adaptation qui s'est faite, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, je vous la remonte. Donc on part d'une discrétisation assez grossière, et puis donc, après convergence, on va rechanger le maillage, donc changer la façon de décomposer le domaine, et on va du coup itérer comme ça jusqu'à convergence de chacun des deux termes. C'est des choses qui sont assez récentes également. D'autres choses qui se font dans le cadre non linéaire, donc ça intéresse beaucoup plus le mécanicien, les problèmes de non linéaire, de plasticité, de contact, des choses comme ça. Eh bien, l'intérêt de la méthode de l'erreur en relation de comportement, c'est qu'elle peut s'étendre à ces cas-là à partir de propriétés donc, de mécanique, de thermodynamique en particulier, donc des potentiels convexes. Donc ça, c'est les travaux assez anciens de Jean-Jacques Moreau dans les années 60 sur l'analyse convexe. Et donc, eh bien, les matériaux ou les lois de comportement mécanique peuvent souvent s'écrire par potentiel convexe, et donc on peut définir une erreur en relation de comportement de façon très générale, qui est celle-ci, donc qui utilise ce qu'on appelle l'inégalité de Fenchel. Et donc, on peut attaquer avec cette vision-là des problèmes beaucoup plus complexes que ceux que je viens de vous montrer ici. Donc, si vous prenez le problème précédent, les potentiels sont assez simples, c'est des potentiels quadratiques, mais vous pouvez approcher des problèmes de type contact, donc qui sont des problèmes assez méchants, avec du fait que vous avez donc du contact, le déplacement doit être positif, le U, donc l'écart entre les deux solides doit être positif, et l'effort entre les deux solides doit être négatif, donc c'est des potentiels à seuil. Donc vous pouvez attaquer ce type de problème-là. En plasticité également, donc en jouant sur la dissipation, on peut montrer que les lois de comportement au niveau dissipatif s'écrivent avec des potentiels et on peut avoir des extensions du théorème de Prague-Garcin pour ces problèmes complexes-là. Donc c'est des choses beaucoup plus sophistiquées, mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que l'idée de l'erreur en relation de comportement s'adapte à ces problèmes non linéaires. Alors quelles sont les voies qui sont encore à explorer dans cette estimation d'erreur globale? Il y en a plusieurs. Donc, le fait que dans l'industrie, c'est encore assez peu utilisé, donc il y a un gros travail de mise en pratique dans les codes industriels. Il y a des cas qui ne sont pas trop regardés actuellement, que l'on regarde, ce que je regarde cette année. Donc, il y a le cas d'analyse hydrogéométrique, par exemple, où on prend des fonctions de forme liées aux fonctions NURB qui servent à faire la CAO en pratique, donc à construire la géométrie des domaines. Donc, c'est une approche qui est assez à la mode actuellement, donc il y a assez peu d'outils d'estimation d'erreur pour ça. Et puis donc cette année, dans ma délégation INRIA, je m'intéresse à des problèmes multi-échelles. Et là encore, dans le domaine multi-échelle, il y a très peu de choses sur la posteriori et sur l'adaptation des méthodes, ce qui est beaucoup moins simple à faire que dans le cas mono-échelle précédent. Et puis il y a des cas où on ne sait rien dire sur l'estimation d'erreur. En tout cas, on ne sait pas démontrer qu'il y a des estimateurs d'erreur garantis. C'est des problèmes où il y a des grandes déformations, des problèmes d'instabilité, du flambage par exemple en mécanique, et des problèmes avec adoucissement où vous avez par exemple le matériau qui s'endommage. Donc ça, c'est des problèmes complètement ouverts et c'est des voies donc, qui seront explorées, je l'espère, ces prochaines années. Dans un deuxième temps, donc, je vais vous parler des quantités d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on sait prédire au niveau de quantités locales, cette fois-ci, donc qui intéresse l'ingénieur, parce qu'en fait, l'ingénieur, dans la vraie vie, quand il fait une simulation, ce qu'il veut, c'est avoir la précision sur des valeurs précises. Donc, par exemple, pour un problème de fissuration, il veut savoir en point de fissure ce qui se passe. Donc, c'est dans cette zone-là qu'il va avoir une solution précise. Donc, l'idée de l'approche goal-oriented, c'est vraiment ça, c'est vraiment de contrôler non pas globalement le calcul, mais simplement sur des quantités locales. Et on voit qu'on ne peut pas utiliser des choses globales parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, une quantité d'intérêt, si je veux la contrôler par la norme duale de la fonction Q qui me définit cette quantité d'intérêt, il suffit que l'erreur globale soit majorée par cette chose-là. Donc ça, c'est la tolérance que je veux sur la quantité d'intérêt, divisée par la norme duale. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas pertinentes d'un point de vue pratique parce que ça demande des coûts de calcul trop forts du fait qu'on ne prend pas en compte la localité de la quantité d'intérêt. Donc l'approche générale pour faire cela, c'est l'approche par problème adjoint. Donc vous avez un problème de référence qui s'écrit de façon générale A de UV, qui peut dépendre de paramètres P, peu importe. Vous avez une quantité d'intérêt, Q de U, qui dépend de P. Et donc l'approche du problème adjoint, c'est l'approche que l'on utilise aussi pour l'état adjoint quand on fait l'optimisation, par exemple. Eh bien, c'est une approche par Lagrangien.
Et le problème adjoint, du coup, c'est celui-ci. Vous allez chercher une solution utile qui va vérifier ce problème-là. Donc le problème, c'est un problème qui est chargé par la quantité d'intérêt. Et l'intérêt de cette solution utile, qui peut être vue comme ce qu'on appelle une fonction de Green généralisée, et qui est une fonction d'influence en pratique, c'est celui-ci. C'est-à-dire que l'erreur que vous faites sur la quantité d'intérêt peut être représentée comme le résidu appliqué à cette solution adjointe. C'est pour ça qu'on appelle ça une fonction d'influence, parce que cette solution utile va pondérer l'erreur pour garder uniquement la contribution qui est influente sur la quantité d'intérêt. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser pour faire de la sensibilité, donc avec l'approche contrôle optimal. Donc un exemple illustratif pour vous montrer un petit peu l'idée. Prenons un problème de dynamique sur une poutre. Donc vous avez une poutre encastrée ici où on met un déplacement imposé qui dépend du temps à gauche. Donc le problème qui régit ce système-là est ici. Imaginons que vous vous intéressez à une quantité d'intérêt qui soit la vitesse au centre de cette poutre. Le problème adjoint va être défini par un chargement qui est une préaccélération locale en ce point-là et qui évolue en temps, qui est non nul sur une petite gamme de temps, cette petite gamme de temps étant la moyenne sur laquelle je vais évaluer la quantité d'intérêt. Alors c'est un problème qui est rétrograde en temps parce que c'est un problème adjoint, et donc le résidu s'écrit comme ça, à ce niveau-là, et donc vous voyez que l'erreur globale du problème est ici, donc elle est au niveau du front d'onde de mon problème de dynamique. La solution du problème adjoint, elle est comme ça, c'est-à-dire que c'est un problème qui est rétrograde, donc vous avez deux fronts d'onde qui vont être rétrogrades. Et donc la pondération de ça sur cette erreur-là va vous dire que l'erreur qui influe la quantité d'intérêt est uniquement dans cette zone-là, dans le diagramme espace-temps. Donc ça veut dire que les erreurs qu'on fait partout ailleurs sont inutiles à contrôler pour le contrôle de la quantité d'intérêt là. Donc ça vous sélectionne vraiment ce qu'il faut contrôler pour arriver à une précision sur la quantité d'intérêt. Donc une fois qu'on a cette solution du problème adjoint, donc qu'on a défini le problème adjoint, comment on estime l'erreur? Donc là, il y a différentes approches. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on retranche au niveau du résidu la solution qu'on aurait calculée par un problème élément fini, soit avec le même maillage, soit avec un maillage différent, on peut faire les deux. Et donc ensuite, c'est des approches plutôt de type Cauchy-Schwarz qui sont utilisées. Donc il y a une première approche qui consiste à dire eh bien, que ce terme-là, en valeur absolue, je peux le majorer par le produit de deux erreurs globales. Donc c'est-à-dire que si on a des estimateurs d'erreurs globales pour le problème de référence et le problème adjoint, eh bien, on peut avoir un estimateur pour la quantité d'intérêt, pour l'écart en valeur absolue. Ça vous montre également cette chose-là que si les solutions U et utiles ont suffisamment de régularité, eh bien l'erreur sur la quantité d'intérêt a une convergence double par rapport à la solution U, donc ça évolue en puissance 2P. En pratique, c'est quelque chose qui n'est pas très utilisé, ça, pour quantifier, parce que ça surmajore souvent, le fait qu'on utilise du Cauchy-Schwarz. Et donc, on va voir juste après des méthodes plus utiles pour ça. Il y a une approche aussi qui est très utilisée pour faire de l'adaptation, en particulier ce qu'on appelle l'approche des résidus pondérés, qui consiste à remplacer la solution exacte, qu'on ne peut pas calculer en pratique, par une solution plus fine que la solution élément fini ici, au moins localement. Et donc, ça peut du coup vous dire que l'erreur est à peu près égale à une somme sur des éléments de résidus pondérés par des valeurs oméga k, donc qui sont liées au problème adjoint. Et donc, ça c'est plutôt d'un point de vue adaptatif qu'on utilise ça pour sélectionner les éléments qui doivent être affinés ou pas. Alors, si on veut vraiment quantifier l'erreur de façon garantie, c'est ce que je cherche depuis le début, il y a deux approches qui en fait se rejoignent au final. Donc, qui est l'approche qui utilise l'égalité du parallélogramme, qui se met de cette forme-là, et donc qui demande, donc qui couple à la fois les erreurs sur le problème de référence et adjoint, et qui demande d'avoir des bornes supérieures et inférieures de chacun des deux termes ici. Donc, si on a cette propriété-là, eh bien on peut majorer un peu plus finement qu'avec le Cauchy-Schwarz l'écart entre la quantité d'intérêt exacte et l'élément fini. L'approche qu'on va utiliser, nous, c'est l'approche, donc encore une fois, sur l'erreur en relation de comportement, donc qui utilise les propriétés du flux équilibré que l'on a reconstruit. Et donc, au final, on peut démontrer, donc ça se fait par cette petite manipulation-là, que la valeur absolue donc, de l'écart entre la quantité exacte qu'on ne connaît pas, moins celle de l'élément fini que l'on connaît, moins un terme correcteur que l'on connaît également, eh bien, est plus petite que 1,5 du produit des deux erreurs en relation de comportement des deux problèmes de référence et adjoint. Donc c'est une borne garantie, ça vous donne une nouvelle approximation de la solution élément fini avec un terme correctif AH, et on peut montrer que ça revient à cette chose-là si on prend des bornes inférieures qui sont nulles, qui sont 0. C'est des choses qu'on peut étendre à des problèmes qui dépendent du temps, du stochastique, donc je n'ai pas le temps de vous montrer tout ça, mais ça s'étend sans problème. Alors je vais juste vous montrer, moi, quelques évolutions que l'on a fait ces dernières années pour avoir des bornes qui sont à la fois précises et garanties. Donc déjà, sur le côté Cauchy-Schwarz, en fait, quand on utilise Cauchy-Schwarz, ce n'est pas très bon si les deux vecteurs sont quasi orthogonaux. En pratique, les erreurs sont dans des zones très disjointes. Et ça peut arriver assez fréquemment. Prenons cet exemple-là. Vous avez une fissure ici que l'on ne voit pas, mais donc vous voyez que le maillage est très raffiné parce qu'il y a une fissure, donc la solution est assez méchante ici. Et imaginons que vous voulez quantifier une quantité d'intérêt, l'erreur sur une quantité d'intérêt qui est dans une zone disjointe, qui est assez loin. Donc l'erreur sur le problème de référence est plutôt au niveau de la fissure.
l'erreur sur la quantité d'intérêt est plutôt ici, donc dans les zones complètement disjointes. Et donc ce que l'on a fait, c'est de séparer ce terme-là en une partie qui est donc dans une zone loin de la zone où je vais estimer la quantité d'intérêt. Et là, je peux faire du Cauchy-Schwarz classique parce qu'on ne surmajeure pas grossièrement. Et au niveau local, eh bien, on utilise une propriété qui est celle-ci, donc qui va vous relier l'erreur commise dans un petit rayon en vert à l'erreur que l'on commet sur un rayon plus élevé, donc avec une loi en puissance. Et ça permet d'avoir des bandes d'erreur qui sont beaucoup plus fiables que du Cauchy-Schwarz global simple. Donc vous avez les bandes qui sont ici en rose, c'est les bandes relatives, donc la valeur optimale serait 1. Et bien les valeurs en rose que l'on obtient par cette méthode-là sont beaucoup plus précises que les bandes que l'on obtiendrait en noir, qui seraient les bandes données par la méthode brute. On a aussi travaillé sur les problèmes qui dépendent du temps, parce que quand vous avez un problème qui dépend du temps, vous avez des quantités d'intérêt qui sont qui peuvent être plus ou moins dépendantes des effets d'histoire, et en particulier celles qui n'ont pas de notion d'effet d'histoire, par exemple, eh bien, vont ne pas considérer les erreurs que l'on a fait au temps précédent. Donc, prenons un chargement cyclique, par exemple, vous pouvez avoir des quantités qui évoluent de façon cyclique également, et l'erreur évoluera aussi de façon cyclique. Ce qui veut dire que c'est inutile de cumuler l'erreur sur tout le temps, parce que vous allez avoir une surmajoration, parce que l'erreur de la quantité d'intérêt, elle, ne dépend pas du cumul d'erreurs. Donc on a fait en sorte de pondérer les erreurs en temps, donc on peut démontrer qu'on peut le faire, sous certaines propriétés pour garder la convexité des opérateurs, et donc on améliore de cette façon-là également l'estimation, c'est-à-dire qu'on évite d'avoir des explosions d'estimation lorsqu'on cumule en temps, on garde des choses qui sont bornées. On a fait une chose aussi qui est donc un petit peu nouvelle et assez atypique, qui est de se dire, le résultat que j'ai, c'est celui-ci. Donc c'est un résultat où je dis que ce terme-là est majoré par une sorte de produit scalaire entre des termes qui dépendent du problème de référence, des termes en rouge qui dépendent du problème adjoint. Et on s'est dit, eh bien, pourquoi pas ne travailler uniquement que sur la partie adjointe, parce qu'en pratique, en mécanique des structures, le problème adjoint est assez sympathique. Les gradients de la solution sont assez localisés. Et donc, toute l'idée, c'est de dire, eh bien, je vais essayer de résoudre le problème adjoint très finement, donc d'avoir ce terme-là qui est très petit. Le terme correctif, du coup, va changer, et de façon à améliorer la solution et la précision sur la quantité d'intérêt. Donc ça redonne un petit peu ce schéma-là. Le terme correctif va venir changer la solution élément fini que l'on a pour la rapprocher de la solution exacte Q que l'on cherche. Donc il y a plusieurs façons de faire ça, par exemple en jouant sur le maillage localement, en raffinant le maillage, mais ce n'est pas la méthode que l'on a choisie nous, parce que ça nécessite à remailler, ce qu'on veut éviter. Nous, ce que l'on a choisi, c'est l'approche donc par enrichissement local. Donc, vous avez un exemple typique ici. Voilà une solution élément fini. Si vous voulez calculer une quantité d'intérêt qui est ici, donc contrôlée dans une petite zone, le problème adjoint associé va ressembler à ça. Sa solution va être très locale, avec des gradients locaux. Et donc l'idée naturelle, c'est d'amener la solution quasi exacte localement, donc qui contient tous les gradients, les forts gradients locaux. Donc c'est ce qu'on appelle les fonctions de Green généralisées, que l'on peut calculer de façon numérique ou analytique dans le cas des charges ponctuelles. Et donc cette solution-là, eh bien, on l'amène localement avec une partition d'unité pour rester conforme, et on complète par une solution résiduelle que l'on peut approximer de façon élément fini avec un maillage relativement grossier, parce que c'est un complément qui n'est pas très compliqué à approximer. Donc ça donne des problèmes qui sont de ce type-là, donc où on cherche uniquement la partie résiduelle. Le chargement vient des termes handbook d'enrichissement que l'on a introduits, donc c'est des choses relativement simples à faire. Et donc, comme je l'ai dit, la solution va être du coup obtenue du problème adjoint comme une contribution locale riche, qui contient toute l'information mécanique, plus une contribution résiduelle qui va servir uniquement à vérifier les conditions limites du problème. La construction de champ équilibré va se faire de la même façon, et donc ce qui est important à voir, c'est qu'on ne change jamais le maillage. Donc une solution locale qui serait adjointe, qui serait compliquée à calculer, on la calcule comme une solution enrichie localement, plus une solution complémentaire qu'on peut calculer par un maillage grossier, et ça donne au final quelque chose qui est très propre et très précis. Donc d'un point de vue industriel, d'un point de vue implémentation numérique, voilà comment ça va se passer. Un solver par élément fini, c'est la partie en noir, donc vous avez un code d'élément fini classique. Si vous avez un estimateur d'erreur global, par l'erreur en relation de comportement, vous avez un bloc qui construit des champs équilibrés, des flux équilibrés, un bloc de post-traitement qui vous ressort un estimateur d'erreur global. Si vous voulez faire de l'estimateur d'erreur local par là-dessus, eh bien, ce n'est pas compliqué. Vous avez une boîte ici qui vous donne quel enrichissement il faut mettre pour quel type de quantité d'intérêt, donc ça dépend de la quantité d'intérêt que vous avez. Vous réutilisez les mêmes blocs qui sont ici parce que vous avez exactement le même maillage, donc le même solver, les mêmes constructions de champs, vous post-traitez et vous avez une estimation d'erreur locale. Donc c'est ce qu'on appelle une approche non intrusive, dans le sens où on ne change jamais le maillage, et ça peut être quelque chose de très intéressant pour l'ingénieur parce qu'il a souvent un gros problème au niveau des maillages. C'est
une problématique importante. Alors, quelques exemples. Un exemple donc, de viscoélasticité. Donc, vous avez un chargement cyclique sur une pièce ici 3D. Je m'intéresse à la quantité d'intérêt, qui est la moyenne sur une petite zone oméga, qui est un élément de la contrainte, la composante XX de la contrainte. Donc, comme je l'ai dit précédemment, je vais introduire localement la solution quasi exacte locale, dans cette zone-là, du problème adjoint, que je complète par une solution élément fini classique. Et donc, du coup, on obtient des encadrements de la quantité d'intérêt exacte, qui sont relativement bonnes. Donc, on est en dessous de 5% de précision ici. Donc, pour l'ingénieur, c'est largement suffisant pour ce qu'il veut faire. Et donc, c'est garanti. Donc, vous êtes sûr que la quantité exacte est entre ces deux bornes. On peut attaquer de cette façon-là aussi des quantités ponctuelles. Et c'est même beaucoup plus simple parce que si on a des quantités ponctuelles, eh bien, il suffit d'introduire les fonctions de Green qu'on a de façon analytique pour un matériau qui est relativement sympathique, homogène en particulier. Donc, on peut avoir ces solutions-là analytiques. C'est des travaux assez anciens. On les introduit localement, encore une fois, et on enrichit par une solution élément fini. Et donc, vous pouvez avoir des choses de ce type-là. Donc, encore une fois, en un point P ici, je m'intéresse à la composante YY de la contrainte. Vous avez la solution élément fini qui donnerait 12,98, la solution exacte calculée comme un H très fin est celle-ci. Et les bornes d'erreur que vous êtes capable de donner sont même plus précises que la solution élément fini, du fait que vous avez un terme correctif qui agit. Donc, c'est beaucoup plus utile. Alors, pour vous montrer également qu'on peut traiter les quantités non linéaires dans ce cadre-là, donc on l'a fait sur les quantités de type contrainte de von Mises, eh bien, donc on peut arriver à avoir des bornes garanties. Ce que font généralement les gens, c'est qu'ils linéarisent le problème dans le cas non linéaire. On a montré que, donc, en se passant dans un espace avec une base orthogonale, donc un espace des contraintes déviatoriques, si on s'intéresse à la contrainte de von Mises, eh bien, on peut majorer de façon garantie l'erreur sur une quantité d'intérêt non linéaire par une succession de problèmes adjoints, donc en considérant non pas un seul problème adjoint, mais une succession de problèmes adjoints. Et on arrive à des bornes garanties qui sont de ce type-là, donc pour la contrainte de von Mises en un point ici, sur cette pièce 2D. Alors, sur les applications de l'ingénieur, ce qui peut intéresser l'ingénieur, c'est par exemple les problèmes de fissuration. Donc, vous avez ici un calcul sur un problème de fissuration, où on enrichit par exemple les fonctions de forme avec des fonctions de type XFM, donc les fonctions qui prennent en compte le côté discontinu de la fissure, la solution asymptotique en point de fissure. Et bien là encore, ça s'adapte sans problème, et vous pouvez récupérer des quantités d'intérêt, donc par exemple le facteur d'intensité de contrainte K1 en point de fissure avec des précisions très, très bonnes. Donc ça, c'est les travaux des années 2007-2008. Dans les thèses récentes au LMT. Sur des cas industriels, donc la moyenne dans une petite zone ici sur un petit élément de la contrainte de von Mises, donc dans les zones les plus méchantes et dimensionnantes pour l'ingénieur, et bien de la même façon, vous pouvez avoir des bornes qui sont relativement fiables pour l'ingénieur sur ces choses-là. Donc ça, c'est des calculs vraiment sur des applications industrielles. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre actuellement? Donc, on ne sait pas tout faire. Donc, il y a deux difficultés que l'on a en pratique en mécanique des structures. Le problème, c'est le problème de la dynamique. Parce qu'en dynamique, si on veut appliquer le cas non intrusif d'enrichissement que j'ai présenté juste avant, ce qui se passe, c'est que la solution du problème adjoint, elle ne va pas être localisée, elle va s'étendre, c'est un problème hyperbolique, et donc il faut arriver à suivre la solution, donc la propagation d'ondes, partout, et surtout après réflexion sur les bords du domaine. Et ça, en pratique, ce n'est pas simple à faire, donc on a encore beaucoup de soucis pour appliquer la méthode d'enrichissement pour les problèmes de dynamique. Si on a beaucoup de viscosité, ça va être restreint à une zone locale, mais si on en a très peu, eh bien, ça va s'étendre largement, et il faut arriver à suivre la solution partout. Un autre problème, c'est le cas des problèmes non linéaires. On a regardé sur un problème de viscoplasticité, par exemple, parce que dans ce cas-là, le problème adjoint classique, c'est un problème qui est toujours linéaire, et donc on perd le côté garanti des bornes par linéarisation. Donc on a introduit un problème non linéaire, donc en voyant un opérateur comme une petite différence, comme une petite perturbation de la solution. Donc on arrive à des bornes garanties de cette façon-là, mais on n'est pas encore capable de donner des bornes suffisamment précises pour l'ingénieur. Donc c'est deux problèmes où on travaille encore actuellement dessus et où on ne peut pas encore assurer qu'on aurait des bornes garanties et précises pour ce genre d'application. Et évidemment, tous les autres problèmes que j'ai cités précédemment, il y a beaucoup de choses à faire. Les problèmes d'analyse géométrique, multi-échelle, l'analyse modale, voilà, c'est des domaines où il y a encore très peu de choses qui sont dites sur les quantités d'intérêt et donc où il y a beaucoup de travaux à faire. Je vais finir donc l'exposé sur quelques mots sur la réduction de modèles, donc qui est un domaine d'actualité. Quand on parle de réduction de modèle, il faut distinguer deux cas. Est-ce qu'on fait de la réduction de modèle pour diminuer la complexité du modèle ou pour diminuer la complexité de la solution? Alors, pour diminuer la complexité du modèle, je ne vais pas en parler. Donc, il y a des travaux que l'on a menés et d'autres également. Quand par exemple, on couple deux modèles, un modèle fin qui est un modèle très précis, local, fin, mais qu'on ne voudrait pas conserver parce que c'est trop coûteux. Donc on le couple avec un modèle élément fini et beaucoup plus grossier. Donc là, il y a un cadre très général qui a été proposé par Oden au début des années 2000 et qui vous dit que si vous avez un problème fin, donc c'est écrit de façon là, très générale,
un problème approximé, donc en couplant un modèle fin et un modèle grossier, donc qui s'écrirait de cette façon-là, avec un opérateur différent à 0, eh bien, vous pouvez sortir une erreur sur une quantité d'intérêt par cette formule-là, d'accord? Donc, encore une fois, c'est très général. Donc, vous retrouvez la solution adjointe utile, et vous avez des termes ici d'ordre élevé qui dépendent de la non-nullarité de A, de Q, voilà, donc des termes que l'on néglige en pratique pour estimer. Et donc, avec cette vision-là, on peut faire de l'adaptation de maillage, de modèle, pardon. Vous pouvez donc partir d'un modèle fin dans cette zone-là, et puis grossier ici, et puis augmenter la taille du domaine fin jusqu'à arriver à une certaine tolérance d'erreur. Donc, je ne vais pas parler de ça. Moi, je vais parler d'autres types de réduction de modèle qui consistent à réduire la complexité de la solution. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les problèmes multiparamétrés. Donc, vous prenez un problème, donc c'est écrit A de UV de L égale à L de V, et vous supposez que votre opérateur dépend d'un ensemble de paramètres P. Alors, souvent, on le prend sous forme discrétisée en espace, parce qu'on néglige les erreurs de discrétisation dans ces approches-là. On pourrait les prendre en compte, mais ce n'est pas le but ici. Et donc, si on résout ça donc, par une approche classique de type maillage, eh bien, sur chaque dimension des paramètres, eh bien, vous allez exposer en termes de nombre d'inconnus, ce qu'on appelle la malédiction de la dimensionnalité en pratique. Donc, il y a plusieurs approches qui permettent de contrer ça. Donc, une approche très connue, c'est l'approche par base réduite, donc, qui consiste à sélectionner un ensemble de paramètres, ou de jeux de paramètres, de calculer la solution pour ce jeu de paramètres, de définir du coup un espace qui est donc l'espace obtenu par combinaison linéaire de ces solutions, et puis de chercher pour n'importe quel autre paramètre eh bien, la solution comme combinaison linéaire des solutions précédemment calculées. Et dans ce cadre-là, comme on a une approche de type Galerkin en espace, eh bien, on peut réutiliser, donc c'est ce que font les approches de type les gens comme Anthony Patera ou Yvon Madet, eh bien, ils peuvent avoir des bandes d'erreur garanties sur ces quantités en norme globale ou ces quantités d'intérêt, avec des outils qui sont relativement similaires à ceux que j'ai présentés précédemment, du fait on joue sur cette formulation-là, qui est une formulation de type Galerkin, assez similaire à celle des éléments finis. Au lieu d'avoir les fonctions de forme classique, on a des fonctions qui sont les fonctions précalculées dans l'espace VHN ici. Donc ça reste un domaine relativement proche des éléments finis. Moi, je vais vous parler d'une approche qui est plus récente, qui est plus compliquée à traiter en termes de vérification, qui est l'approche qu'on appelle PGD, Proper Generalized Decomposition, et donc qui est une approche qui cherche a priori, donc sans faire aucun précalcul, de trouver la solution sous forme décomposée, donc en termes de produit tensoriel, de bas avec une structure de rang faible, donc où la solution qui dépend de l'espace et puis d'un jeu de paramètres, on va l'écrire comme une combinaison de modes, chaque mode étant donc un produit de fonctions à variables séparées. Donc, je vais l'appliquer sur un exemple très académique, qui est cet exemple-là, en thermique transitoire. Donc, vous avez un problème qui dépend de l'espace, du temps et de paramètres matériaux, K étant le paramètre de diffusion, c'est la capacité thermique, que je veux supposer comme paramètre. Donc, vous avez ce problème-là. Donc, un problème qui a comme paramètre l'espace, le temps, et puis du coup 5 jeux de paramètres, donc parce que le coefficient K, je suppose qu'il est homogène sur chacun des sous-domaines ici, mais je ne connais pas bien sa valeur, donc ça peut varier. Et la capacité thermique, je suppose qu'elle est homogène sur tout le domaine, mais je ne connais pas bien sa valeur non plus. Donc c'est un problème multiparamétré. Et donc l'approche PGD consiste tout d'abord à écrire le problème sous une forme faible très globale, donc on intègre par rapport à l'espace, au temps, et à l'ensemble de tous les paramètres. Et ensuite, on a une approche de type Galerkin progressive, c'est-à-dire que l'on dit, sachant une décomposition PGD à l'ordre M-1, je cherche le mode M comme une approche Galerkin classique, d'accord. Donc vous allez itérer sur les fonctions d'espace, du temps et des paramètres. Ici, je prends juste en espace et en temps. Et donc vous allez itérer entre des problèmes en espace, des problèmes en temps. Donc l'intérêt, c'est que c'est des problèmes qui sont monodimensionnels, donc en espace ou en temps ou en paramètres uniquement. Donc en espace, ça va vous donner une UDP classique élément fini. En temps, ça va vous donner une équation dérivée ordinaire que l'on peut traiter en 1D, sur l'espace des paramètres également. Et donc, vous récupérez des modes, j'ai mis ici les 4 premiers modes que vous obtenez pour ce problème, donc les modes en espace et les modes en temps correspondants. Donc, ça va vous sélectionner les modes un petit peu prépondérants de la solution. Il y a différentes variantes selon le niveau de convergence de cet algorithme de points fixes ici, selon si on orthogonalise les modes, sinon si on met à jour les fonctions d'espace. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire pour optimiser cette méthode-là, mais ce n'est pas le but ici. Moi, ce que je vais vous parler, c'est comment on peut mettre en place le concept d'erreur en relation de comportement pour contrôler cette réduction de modèle-là, donc savoir combien de modes il faut et comment il faut calculer ces modes. Donc, si on revient à la stratégie d'erreur en relation de comportement pour ce problème de thermique instationnaire, si on a une solution qui vérifie les conditions cinématiques, si on a un flux qui vérifie l'équilibre, donc l'équilibre au sens du problème que l'on a ici, eh bien, on est capable d'avoir des estimations d'erreur globales, donc par des approches de type erreur en relation de comportement,
Voilà comment s'écrit Prager-Sinch pour un problème de thermique stationnaire. L'inconvénient de la PGD, c'est qu'on n'a pas de propriété pour la solution PGD que l'on a, donc UM et le flux qui en découle, ne vérifient aucune propriété intéressante de type Galerkin, donc ne sont pas équilibrés au sens élément fini, qui est un point important pour savoir reconstruire des champs équilibrés, d'accord, au final. Donc il y a une phase qui est la phase un petit peu technique, qui est de reconstruire un couple de solutions, qui est vérifier l'équilibre, au moins au sens élément fini, pour ensuite pouvoir se raccrocher à ce qu'on sait faire au niveau élément fini. Alors, ce que l'on fait en pratique, et c'est un petit peu la clé, c'est de travailler sur le problème en espace. Donc, si vous arrêtez votre itération du point fixe sur un problème en espace, vous avez une propriété de type Galerkin qui est celle-ci, donc qui est une propriété intégrée sur tous les domaines en paramètres et en temps, et qui vous dit qu'il y a une quantité qu'on peut voir comme un flux, est équilibrée avec une combinaison linéaire de fonctions. Les fonctions phi sont les fonctions d'espace de la solution de température ou de déplacement. Q0, c'est un terme qui prend en compte le chargement, que l'on peut calculer de façon très simple ici. Donc, une fois que l'on a ça, eh bien, donc sur chacun des modes, à la fin des problèmes en espace de chacun des modes, je sais qu'il y a un certain flux qui équilibre une combinaison linéaire des fonctions phi. Donc, en résolvant un système triangulaire inverse, je peux trouver une combinaison linéaire de ces flux qui équilibre chaque fonction d'espace de la solution U. Et du coup, une fois que j'ai ça, eh bien, en prenant ces deux quantités-là, eh bien, je démontre très simplement que UM et ce nouveau flux reconstruit vérifient l'équilibre au sens élément fini. Et donc, on peut utiliser ensuite l'artillerie qu'on a en élément fini classique pour reconstruire un champ équilibré de façon exacte et avoir une estimation d'erreur en relation de comportement. Donc voilà ce que ça donne en termes de qualité. Donc vous avez l'estimateur normé par la norme énergétique du flux reconstruit. Et donc vous avez, en fonction du nombre de modes que vous prenez dans votre méthode PGD, l'erreur globale, relative. Et donc vous voyez qu'on va tendre, donc on va diminuer l'erreur, plus on ajoute de modes, plus ça va diminuer, jusqu'à atteindre un seuil de convergence, une asymptote ici, qui correspond à l'erreur de discrétisation. Il n'y a pas que l'erreur de réduction de modèle qui intervient ici, il y a aussi la façon dont on calcule les modes. Donc au bout d'un certain nombre de modes, ça va être inutile d'aller chercher des modes successifs parce que l'erreur de discrétisation va être prépondérante. Donc c'est une façon d'adapter, ça va être justement de voir à quel niveau il faut plutôt remettre un mode et à quel niveau il vaut mieux plutôt recalculer la solution. Donc pour ça, on a développé une stratégie où on sépare les sources d'erreur. Donc on peut démontrer qu'il y a une contribution qui vient de la troncature en mode et une erreur qui vient de la discrétisation de ces modes. Et pour cela, pour traiter chacune des sources séparément, on introduit des problèmes intermédiaires, c'est-à-dire que c'est des problèmes qui seraient déjà discrétisés en espace et temps, et on reconstruit des solutions admissibles au sens de ce problème discrétisé en espace et en temps. Et on peut comme ça séparer l'erreur qui vient de la PGD, donc de la troncature en mode, encore une fois, de l'erreur de discrétisation. Donc vous avez ici sur ce schéma-là, donc en rouge, c'est l'erreur précédente globale, qui prend en compte toutes les sources d'erreur. En noir, vous avez l'indicateur d'erreur sur la partie discrétisation, et en bleu, l'indicateur d'erreur sur la partie PGD. Donc vous voyez qu'au bout de 3 modes, la partie discrétisation devient majoritaire, donc c'est inutile d'aller chercher le 4e mode, il vaut mieux raffiner le 3e mode. Donc dans la partie adaptative, c'est ce qu'on fera ensuite. Au niveau quantité d'intérêt, c'est la même chose, on utilise les mêmes formalismes que pour les éléments finis classiques. On peut séparer en contribution locale et en contribution venant de la discrétisation et de la PGD, de la troncature, et vous retrouvez les choses qui sont ici. Donc voilà l'erreur qui prend en compte les deux sources d'erreur précédentes. En noir, l'indicateur de type élément fini, en bleu, l'indicateur de type PGD, donc troncature, sur une quantité d'intérêt particulière. Et donc ce qui est intéressant dans ces approches-là, c'est la partie adaptation. Donc, encore une fois, sachant ces deux sources-là, ayant quantifié ces deux sources-là, eh bien, on prend une adaptation de type greedy, donc où on va raffiner dans la direction où l'erreur est majoritaire. Donc, dans le cas précédent, je calcule le premier mode PGD, je trouve que la troncature PGD est majoritaire, je calcule le deuxième mode, je fais ça jusqu'au 5e mode, et au 5e mode, je me rends compte, pour la quantité d'intérêt, que c'est l'erreur de discrétisation qui est majoritaire, donc je vais changer mon maillage à ce niveau-là. Je vais recalculer le 5e mode avec un maillage plus fin. Et je continue, je calcule le 6e mode. 6e mode, pareil, je trouve que la discrétisation est encore majoritaire. Je calcule le 6e mode avec un maillage plus fin et je converge comme ça. Donc vous voyez que, donc là, c'est le nombre de modes en abscisse. Vous partez donc avec des premiers modes qui sont calculés avec un maillage relativement régulier, grossier, et les modes qui sont les modes 8 et ainsi de suite, vont être calculés avec un maillage beaucoup plus fin. Et ça, d'un point de vue mécanique, ça se comprend bien, parce que plus vous avancez sur le nombre de modes, plus vous allez capter des choses locales de la solution, donc plus il faut un maillage discrétisé, fin, pour pouvoir les capter. Quelles sont les conclusions et les avancées à faire dans ce cas-là? Donc,
Sur la partie PGD uniquement, donc les cas qui posent encore souci, c'est quand on a des paramètres qui sont liés à la géométrie. Donc là, on n'est encore pas très clair sur comment reconstruire des champs admissibles dans ce cas-là. Le cas, il y a de nombreux paramètres, ça pose un souci d'un point de vue coût de calcul. Et le cas où on sépare les variables d'espace. Imaginons que vous avez un problème x, y, z en 3D, pour des plaques par exemple, eh bien, vous pourriez être amené à séparer les variables d'espace, et là encore, ce n'est pas très clair. Comment faire? On regarde actuellement des stratégies PGD qui vont chercher à minimiser l'estimateur d'erreur, donc c'est des approches un petit peu nouvelles, et puis eh bien, le cas non linéaire, c'est encore un problème que l'on ne sait pas très bien traiter. Conclusion générale, donc j'essaie de vous montrer l'intérêt du contrôle d'erreur et ce qu'on savait faire et pas faire encore en mécanique des structures. Donc juste pour vous convaincre que c'est quelque chose qui permet vraiment la vérification, c'est quelque chose qui permet vraiment d'obtenir des modèles qui sont fiables, qui sont utiles pour l'ingénieur et que l'ingénieur peut utiliser de façon robuste et faire du dimensionnement avec ce genre de modèles-là, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, en particulier sur les problèmes non linéaires et avec l'émergence des techniques de réduction de modèles qui posent beaucoup de questions sur le contrôle des simulations. Et aussi quelque chose à laquelle je crois beaucoup dans une stratégie qui est assez récente, c'est le dialogue entre les modèles et du réel, donc des essais ou une application concrète. Et là encore, l'estimation d'erreur peut être utile parce qu'on peut avoir une hiérarchie de modèles plus ou moins fin, donc ce qu'on appelle l'approche multifidélité, où vous allez commencer votre dialogue entre le réel et le modèle par un modèle relativement grossier, et plus vous allez avancer dans le processus, plus vous allez raffiner le modèle. Donc les histoires d'estimation d'erreur et d'adaptation de modèle sont intéressantes de ce point de vue-là. Donc si j'ai mis une petite application où on veut contrôler en temps réel un composite qui s'endommagerait, donc en venant comparer un modèle et puis des mesures réelles. Voilà. Donc je finis juste sur une citation que j'aime bien de Box qui dit que tous les modèles qu'on utilise sont faux, par définition des modèles, mais que certains sont utiles. Donc la vérification cherche justement à construire ce genre de modèle utile pour l'ingénieur. Quelques références sur ces travaux que je viens de vous montrer, et puis vous montrer aussi que la vérification, c'est une approche en recherche qui est très actuelle. Donc il y a une conférence internationale qui a lieu en France en mai prochain sur ces questions-là pour essayer d'avancer justement sur les problèmes que l'on ne sait pas bien résoudre en mécanique et ailleurs. Je vous remercie de votre attention.